Je crois que ça, maintenant, c'est reconnu à peu près par tout le monde et on peut même l'argumenter. Il y a 4 grandes caractéristiques de cette société. L'évolution et la dissolution, on peut le dire, ou la dérégulation des cadres collectifs, que ce soit économiques, familiaux, territoriaux. Voilà, on est du monde entier, donc on gagne de la liberté, mais en même temps on perd de la sécurité et potentiellement on peut être plus angoissé. Une intensification des expériences sensorielles, on veut tous vivent des expériences beaucoup plus fortes. On est dans une société qui fait du sans limite une qualité essentielle, un argument de vente. N'importe quel sport, le ski de papa n'a plus à voir avec le surf des jeunes, le rugby de papa, si un rugbyman n'a plus à voir avec le rugby professionnel. Donc voilà, intensification. Le troisième élément de cette société addictogène, c'est la course à la performance. On est dans une société de compétition, il faut être le meilleur, il faut être le plus fort. Et donc la performance, ça amène la tentation du dopage. Et le quatrième, on est dans une société de grande disparité économique, avec des phénomènes d'exclusion qui font que du coup, l'insertion qu'on ne trouve pas parfois dans le marché officiel, on va le chercher dans l'économie parallèle. Et c'est la première fois depuis très longtemps qu'on a 4 caractéristiques aussi établies au même moment et qui toutes les 4 sont de grandes portes d'entrée dans les addictions. Il n'existe pas un profil type de jeune à risque en particulier. On pourrait dire que l'adolescence, cette période intermédiaire entre l'enfance et l'adulte, dans une société addictogène, est une période à risque et qu'à l'intérieur de cette période à risque, un certain nombre d'adolescents vont avoir des risques supplémentaires. De façon très triviale, là aussi on en a beaucoup parlé pendant ce colloque, les personnes qui ont été victimes de mauvais traitements, d'abus, de malveillance, et puis les personnes qui sont dans des environnements un peu plus fragiles, voilà, la famille est en difficulté à ce moment-là, leur insertion sociale est en difficulté. Donc voilà, on retrouve globalement une difficulté pour les jeunes et spécifiquement des sous-publics autour de tout ce qui est être victime d'eux, le psychotrauma, ou autour de être déstabilisé dans un contexte où nos environnements qui devraient dû nous protéger, la famille, le village, sont eux-mêmes en crise. Il y avait une intervention du docteur Dodin là-dessus. On sait que c'est un autre public dans lequel les problèmes d'addiction augmentent. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, dans la continuité de la vie, parce qu'une consommation qui pouvait être à peu près gérée quand on avait 40 ou 50 ans, quand on a 60, 70 ans, elle devient un peu plus problématique, parce que le potentiel de la personne pour le gérer n'est plus le même. La deuxième, c'est parce que c'est un moment où on est socialement à nouveau repoussé un peu sur les côtés, on n'est plus au centre, et du coup, il y a toujours une dimension d'adaptation dans l'addiction, dans la prise de produits, et donc on peut se retourner vers des produits pour aller chercher, compenser ce qui n'était plus apporté par la vie sociale. Donc, une troisième raison qui est presque anecdotique, qui est qu'on a des générations qui arrivent, on a les générations de femmes qui ont été initiées, donc qui arrivent dans la catégorie des personnels plus âgés avec leur addiction, on a des générations, les premières générations de jeunes consommateurs de cannabis qui, n'ayant pas arrêté, deviennent de vieux consommateurs de cannabis. Donc on a aussi un phénomène d'ajout. Aux anciennes addictions se rajoutent les nouvelles. Globalement, la politique des addictions en France, elle est coincée entre 2 dominantes qui sont d'un côté la répression, la sanction, et de l'autre côté la médicalisation, le soin. Alors les deux sont utiles, mais ils ont laissé trop peu d'espace à un travail d'éducation et de régulation des comportements. Et nous, personnellement, on défend du coup de rajouter cet axe avec 4 actions. Continuer de mieux informer. Il faut informer sur les risques de chaque produit, sans exagérer, mais sans lâcher sur la réalité des risques. Il faut mieux réguler les accès. Bien sûr qu'interdire l'alcool aux mineurs, bien sûr interdire le tabac aux mineurs, mieux faire appliquer ces interdictions. Bien sûr apprendre aux parents à ne pas donner tout de suite les écrans, à donner le temps d'abord d'éduquer. Donc informer, réguler. Le troisième point, c'est augmenter les compétences, c'est-à-dire que chaque enfant doit augmenter ses compétences, chaque famille doit augmenter ses compétences. C'est ce qu'on appelle les programmes de compétences psychosociales, c'est-à-dire apprendre à se déstresser, apprendre à se reposer, apprendre à se contrôler, ce sont des apprentissages importants. Et le dernier point, c'est anticiper les aides et réduire les risques. Et là, c'est les programmes de réduction des risques, où c'est tous les programmes, consultation jeunes consommateurs, intervention précoce, qui font qu'il n'ait pas besoin d'attendre d'être malade pour commencer à se faire aider, qu'on soit famille ou qu'on soit adolescent.